C'est une affaire qui a suscité l'effroi dans les Yvelines. Un double meurtre incompréhensible. 2 retraités retrouvés assassinés à leur domicile un après-midi de septembre 2011. Je m'interroge, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 8 heures? Qui pouvait en vouloir à ce point à Gilbert et Jeannine Micheneau? Et surtout, pourquoi? Les indices mènent les enquêteurs vers une piste, celle d'un homme pourtant très proche du couple. Il les appelait papy et mamie. C'est quand même un lien très fort. Une relation proche mais dangereuse, une histoire qui se serait envenimée. Une zone pavillonnaire en banlieue parisienne, où règne la quiétude. En cette fin d'été, à Maurepas, les habitants de l'avenue du Roussillon sont inquiets. Depuis la veille, personne n'a vu Gilbert et Jeannine Micheneau, les 2 retraités qui vivent dans cette petite maison. Plusieurs détails attirent l'attention du voisinage qui connaît bien les habitudes du couple. Le vendredi matin, en me levant déjà, j'habite pas très loin. Je vois la fenêtre, là-haut, les volets sont restés baissés. Alors que d'habitude, quand je me lève, 8h30, 9h, ils sont déjà entrouverts. Et ils se lèvent complètement plus tard. C'est le premier problème que j'ai rencontré. Ensuite, j'ai sorti mon chien dans la matinée. Et je m'aperçois que la voiture n'était plus là. Alors là, c'était encore plus étrange. D'habitude, elle est tout le temps garée dans la cour. Et je continue mon chemin un petit peu plus loin. Et je m'aperçois que le volet en bois est fermé. Un volet en bois fermé qui servait de décoration, alors qu'il y a déjà un volet électrique. Daniel est sûr de lui. Gilbert et Jeannine laissent ce volet de la salle à manger toujours ouvert. Il sait aussi que ses voisins ne changent jamais leurs petites habitudes. L'idée que le couple se soit simplement absenté sans l'avertir est impensable pour Daniel. Toute la journée, j'étais inquiet. J'étais inquiet toute la journée, je ne savais pas quoi faire. J'attendais la fin de la journée pour prendre une décision, quoi faire, si j'appelais la police ou les pompiers. Daniel n'est pas le seul à se faire du souci. Il aperçoit devant la maison la nièce de Gilbert Micheneau. Cela fait plusieurs heures qu'elle tente de joindre son oncle et sa tante par téléphone, en vain. Un silence de plus en plus angoissant. Daniel et la nièce décident alors d'enjamber le portail. Ils s'approchent du pavillon pour voir à l'intérieur. On est monté sur la chaise et on a constaté que la voiture était à l'intérieur. Alors là, on a eu un gros doute. Que tout était fermé, la voiture dans le garage, elle n'a pas été depuis des années. Et là, il y a quelque chose de pas normal. Diminué par des ennuis de santé, le couple n'a pas pu quitter son logement sans voiture. Ni l'un ni l'autre ne peuvent parcourir de longues distances à pied. Gilbert et Jeannine seraient donc toujours à l'intérieur, mais avec les volets fermés. De plus en plus préoccupé, l'entourage des Micheneau décide alors d'appeler les pompiers pour pénétrer dans la maison. Gilbert et Jeannine sont bien à l'intérieur. Les pompiers vont rentrer de manière forcée dans la maison et vont découvrir que le couple de personnes âgées est là, manifestement tué, probablement par arme blanche. Les corps des 2 retraités gisent dans la salle à manger, dans une mare de sang. C'est une scène de crime relativement spectaculaire parce qu'en fait, vous avez des personnes qui ont été tuées à l'arme blanche, elles ont été blessées au niveau de la jugulaire, donc ça saigne un petit peu. Et ce qui est particulier, c'est le fait qu'elles soient recouvertes de plusieurs couvertures. Un détail surprenant pour les enquêteurs qui n'arrivent pas à comprendre. Sur cette scène de crime, un autre élément les intrigue également. Il semblerait que les corps et le sol de la salle à manger aient été aspergés de liquide. Manifestement, ce sont des bouteilles de vin, des bouteilles d'alcool, parce que les bouteilles vides sont toujours sur place. Et rapidement, on s'est demandé à quoi ça allait servir. Alors, ce n'était pas tout de suite expliqué. Est-ce que c'était pour dissimuler? Est-ce que c'était pour éventuellement incendier? Donc ça fait partie des interrogations au début de l'enquête. Le ou les meurtriers auraient-ils voulu effacer les traces de leur crime? Un crime qui aurait été commis avec autant de sadisme que de barbarie. Car avant de mourir, Gilbert et Jeannine ont été ligotés. D'emblée, il apparaissait que l'on avait affaire à un crime sordide. Le couple des victimes, personnes âgées ayant été découvertes, tuées à coups de couteau, et les poignets liés avec du fil de fer.
Des attaches que le tueur a serrées fortement, au point de laisser des marques sur les poignets des deux victimes. Outre ces stigmates, les corps portent également la trace d'autres blessures. Les victimes, donc le couple Micheneau, étaient porteurs de plusieurs petites plaies, c'est-à-dire des plaies qui manifestement étaient portées par une arme piquante, tranchante. Et par ailleurs, Madame Micheneau avait été victime de plusieurs coups sur la tête avec un objet contondant, qui n'était pas mortel. Et quand on regardait par ailleurs les blessures mortelles, qui n'étaient pas simples, il y en avait plusieurs aussi, on sentait non pas un acharnement, mais un désir de tuer, mais antérieurement à ça, un désir effectivement de torturer, peut-être un grand mot, mais néanmoins d'obtenir quelque chose au travers des blessures infligées. Je pense qu'on est au-delà des violences strictement nécessaires pour neutraliser deux personnes âgées, très clairement. Une violence gratuite contre des personnes vulnérables. Pourquoi le ou les meurtriers auraient-ils brutalisé les deux retraités? Le désordre qui règne dans la maison pousse les enquêteurs vers une hypothèse, la piste d'un cambriolage. Il y avait une volonté de chercher à s'approprier des biens des victimes, puisque deux des pièces avaient été fouillées et que l'on trouvait beaucoup de papiers déplacés. Il a été rapidement constaté d'ailleurs que des cartes bancaires des victimes avaient été dérobées, en tout cas au moins l'une d'entre elles. Le mobile pourrait être crapuleux. Le meurtrier se serait acharné sur ses victimes dans le but de voler cette carte bleue, un téléphone portable et un chéquier. Mais les policiers écartent la piste du cambriolage qui aurait mal tourné, car la maison ne présente aucune trace d'effraction. On va déployer tous les moyens de brigade criminelle de manière à pouvoir vérifier les proches, les voisins, que s'est-il passé, qu'est-ce qui a pu se passer, surtout parce qu'on arrive en fait sur une énigme. Les policiers vont alors s'intéresser à la vie de ce couple a priori ordinaire. Gilbert et Janine connaissaient-ils leur meurtrier? Quelqu'un leur en voulait-il au point de les assassiner? Dans leur enquête, les policiers cherchent à déterminer si les deux retraités ont été les victimes malheureuses d'inconnus ou bien s'ils connaissaient leurs agresseurs. Gilbert, 72 ans, et Janine, 77 ans, menaient une vie tranquille dans ce quartier depuis 40 ans. Ici, ils sont perçus comme un couple modèle. Ils se sont rencontrés à Maurepas dans les années 70. C'est déjà deux personnes qui se sont retrouvées autour de leur amour des fleurs, des plantes, de la nature. Ils se sont connus chez un horticulteur et ils se sont épousés en 1975. Lui n'avait jamais été marié avant de rencontrer celle qui est devenue son épouse. C'est une jolie histoire, leur histoire. Un couple heureux, avec une passion commune pour la nature dont ils vont faire leur métier. Gilbert et Janine intègrent l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique à Versailles. Un couple discret, voire réservé, mais très apprécié par leurs collègues de travail. Gilbert était très gentil, mais secret. Il n'allait pas vraiment vers les autres, vous voyez. Je ne dis pas renfermé, mais il était un peu secret. Il ne se liait pas facilement. C'était pas un bout en train. Bon, enfin, dans le service. Hein. Elle était très gaie, très gaie. Elle riait beaucoup. Elle avait toujours un sourire épanoui. C'était une femme joyeuse. On la sentait bien dans sa peau. Était gaie. Elle participait. Je l'ai rarement vue de mauvaise humeur. Hein. Des gens agréables et de bonne compagnie, qui ces dernières années connaissaient quelques problèmes de santé. Janine avait eu une mauvaise chute en Bretagne, encore en Bretagne. Il y a 2 ans, à la Pointe du Rail, elle était tombée. Et depuis, elle s'en est pas bien remise. Et Gilbert venait de découvrir depuis quelques mois qu'il avait un début de Parkinson. Mais bon, c'était pas méchant, il n'y avait rien de dramatique. Des ennuis de santé qui ont peut-être rendu plus vulnérables Gilbert et Janine. L'âge avançant, les deux retraités auraient pu manquer de vigilance vis-à-vis d'inconnus mal intentionnés. Ces gens étaient à la fois des gens qui étaient très sociables,
On a le médecin de famille qui a dit d'eux qu'ils étaient très souriants, chaleureux, très sociables, mais à la fois qui n'étaient pas une maison ouverte à tous les vents et à tout le monde. Hein. C'est une maison, il faut savoir que le portail était fermé à clé toute la journée et n'avait pas de sonnette. Donc les gens qui pouvaient rentrer chez eux, c'était des gens qui s'annonçaient par téléphone. Quand la famille arrivait, on téléphonait, tiens. Et là, on ouvrait le portail. Le couple était donc assez méfiant. L'hypothèse qu'ils aient laissé entrer chez eux un inconnu semble peu probable. Les policiers cherchent donc à connaître leur fréquentation. Cette enquête de voisinage va nous permettre de déterminer qu'il y a des passages, qu'il y a des gens qui viennent les voir, alors des gens de leur famille, mais aussi une personne en particulier, en dehors des gens qui travaillent habituellement, comme la femme de ménage, le jardinier et autres, une personne qui travaille habituellement, à qui rapidement on va vouloir poser des questions déterminantes. La personne signalée aux enquêteurs est un homme d'une trentaine d'années. Un Algérien qui a l'air de bien s'entendre avec Gilbert et Janine et qui passerait régulièrement leur rendre visite. Un homme qui pourrait être un témoin clé. La police souhaite l'entendre, mais l'homme est introuvable. L'homme que les policiers recherchent rendrait régulièrement visite à Gilbert et Janine. Ce serait une connaissance du couple Michneau, mais une connaissance récente, qui ne serait ni de la famille, ni un employé. Un homme qu'il fréquente depuis quelques mois seulement, mais qu'il semble apprécier. C'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un qu'ils accueillent, c'est quelqu'un avec lequel, en particulier le monsieur, a de très bonnes relations. Les voisins ont bien remarqué les fréquentes allées et venues de cet homme, car il est facilement reconnaissable. Physiquement, il a une particularité. Il est petit, mais vraiment petit. Et c'est quelqu'un qui est plutôt en retrait quand on le voit, qui d'ailleurs toute sa vie était en retrait, puisque aucun problème, jamais connu de qui que ce soit d'un service de police, de gendarmerie, rien. Cet homme s'appelle Ben Yahya Lezaz, un Algérien de 32 ans qui séjournerait régulièrement en France pour chercher du travail. Et s'il se rend à Maurepas, c'est parce que son père habite depuis de nombreuses années dans cet immeuble. Un foyer pour travailleurs migrants situé à quelques centaines de mètres du domicile du couple Michneau. Ben Yahya emprunte fréquemment l'avenue du Roussillon pour se rendre dans le centre-ville. Un jour, il rencontre Gilbert devant chez lui. La conversation s'est engagée entre le monsieur qui habitait ce pavillon et lui-même, notamment à l'occasion, je crois, d'un vernissage de palissade. Et il aurait donné un coup de main à ce monsieur pour vernir sa palissade. Et comme ce monsieur a participé à l'époque à la guerre d'Algérie, qu'il connaissait, semble-t-il, la région dont était issu M. Lezaz. Et à ce moment-là, ils ont commencé à sympathiser, à discuter. Et ce monsieur connaissait quelques petits mots d'arabe, ce qui a facilité aussi les contacts. Puis voilà, ça s'est fait tout naturellement. Au fil du temps, la relation entre Gilbert, Janine et Ben Yahya devient plus amicale et ses visites plus régulières. C'était une relation qui s'était nouée au fil des mois, qui était une relation comme une relation de voisinage, puisqu'effectivement, il n'était pas loin. Une relation de voisinage, de proximité, de quotidien, quasiment. Mais c'était rien d'autre qu'une relation, voilà. Une excellente relation, très très bonne. Je vous dis, il était quasiment chez lui. Alors, il n'hébergeait pas, il ne dormait pas chez eux, mais il allait chez eux, il discutait, il repartait. On lui offrait un verre de jus d'orange ou d'autres choses, peu importe, comme c'est ce qui ressort. Donc c'était une relation, j'allais dire, amicale, même un petit peu plus, vu la différence d'âge entre ces gens-là et lui. Je crois qu'il était vraiment dans le rapport, effectivement, un petit peu, pas le petit-fils, mais bon, surtout que ce monsieur n'avait pas eu d'enfant. Donc je pense qu'il avait vraiment plus que sympathisé avec lui. Au bout de quelques mois, Ben Yahya appellerait même Gilbert et Janine papy et mamie, un lien affectif que nuance la famille des victimes. Je nie pas le fait qu'ils disent qu'ils les appelaient papy et mamie, mais clairement, c'est pas parce qu'ils se sentaient leur petit-fils et encore moins parce qu'eux l'avaient adopté comme leur petit-fils. Je veux dire, c'est vraiment plutôt une facilité de langage, on va dire, liée aussi à leur âge. C'était des personnes âgées.
Ces personnes âgées acceptent d'aider Ben Yahya dans ses démarches. Le jeune homme est en possession d'un visa touristique qui ne l'autorise pas à travailler. Il cherche alors à obtenir un titre de séjour de longue durée. Mais pour cela, il a besoin d'une adresse en France. Gilbert lui apporte son soutien. Ce monsieur lui a proposé une domiciliation chez lui, et donc son courrier était domicilié chez lui, il recevait le courrier chez lui. Voilà, ça s'est fait comme ça. Cette domiciliation, elle se serait faite au départ sur une histoire de vacances. C'est-à-dire, il avait dit, je retourne au bled, j'ai peur qu'au foyer, on ne me donne pas mon courrier, ça vous embête pas de recevoir un peu mon courrier. Bon, ça devait être au départ ponctuel. En réalité, en fait, il partait pas tellement en vacances au bled. Mais ce service rendu va s'inscrire dans la durée. L'homme continue de passer tous les 2 ou 3 jours chez les Michenots pour récupérer son courrier. Rien de plus. Rien en tout cas qui ne permette de penser que Ben Yahya soit impliqué dans le double meurtre. L'enquête va toutefois connaître un rebondissement. La carte bancaire volée chez le couple a été utilisée le lendemain de leur décès dans des distributeurs, mais aussi dans différents magasins pour acheter des vêtements, du parfum et un ordinateur. Au total, plus de 2800 € dépensés en quelques heures. Mais par qui ? C'est lorsque vous utilisez une carte bancaire, que ce soit dans un magasin qui maintenant sont de plus en plus sous vidéoprotection ou dans un distributeur automatique de billets, vous avez le plus souvent une image. Donc vous avez une similitude, une correspondance possible entre l'utilisateur et l'image que vous aurez. Et comme par ailleurs, il se peut, là c'était le cas, que son téléphone soit sous surveillance ou en géolocalisation, il peut y avoir une correspondance parfaite. Coïncidence troublante, les policiers découvrent que le téléphone portable de Ben Yahya Lezaz a suivi le même parcours que la carte bancaire volée, dans les mêmes magasins, au même moment. Et sur les images de vidéosurveillance, c'est bien le visage de Ben Yahya Lezaz qui apparaît. Il devient alors le suspect principal de ce double homicide. Mais lorsque les policiers se mettent à sa recherche, ils s'aperçoivent qu'il s'est envolé pour l'Algérie le lendemain des meurtres. Nous, on l'interprète immédiatement comme une fuite, parce qu'en fait, il y a une correspondance de temps qui correspond bien à ce qu'on va trouver en faisant enquête de voisinage, savoir que les dernières personnes à avoir vu le couple décédé et assassiné vivant, c'est le jeudi vers les midi et demi. Nous sommes saisis le vendredi 2, donc un peu plus de 24 heures après les faits, puisque ça se passe en soirée. Et comme par hasard, lui a pris l'avion le vendredi 2 au soir. Un départ que Ben Yahya Lezaz présentera plus tard comme un hasard, une simple coïncidence. Si vous regardez bien la date, c'est tout de suite après la fin du ramadan, puisque le ramadan s'est terminé le 30 août, on est le 2 septembre, et il avait prévu de retourner en Algérie pour fêter avec ses proches et sa famille qu'il a là-bas, la fin du ramadan. Ben Yahya Lezaz ne serait retourné en Algérie que pour quelques jours, et il aurait annoncé qu'il reviendrait bientôt en France. Dès sa décision de partir en Algérie, il sait qu'il va revenir sur le territoire français. Or, quand on cherche à fuir, on ne prend pas de billet retour. Et une fois qu'il est sur place, il va apprendre et il va savoir que la police le recherche et qu'on veut l'entendre. Et il sait également sur quoi on veut l'entendre. Son billet retour est prévu 2 semaines plus tard, mais les policiers n'ont aucune garantie que Lezaz tienne parole et revienne en France. Et l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants. Les enquêteurs sont donc impuissants. Les policiers ne peuvent ni aller le chercher, ni l'extrader. Contraints et forcés d'attendre la date du billet retour, en espérant que Ben Yahya Lezaz réapparaisse. Ben Yahya Lezaz, le principal suspect étant à l'étranger, les policiers sont aussi surpris que perplexes lorsqu'ils apprennent qu'il a demandé un visa pour rentrer en France. S'agit-il d'un leurre ou en a-t-il réellement l'intention ? Nous vérifierons jusqu'au dernier moment, en collaboration avec nos homologues, qu'ils prennent bien l'avion. Donc nous avons le 16 au soir cette garantie, 20h20, l'avion atterrit en provenance d'Algérie à Orly, et là, la brigade criminelle est là pour l'accueillir. Ben Yahya Lezaz revient convaincu que la police n'a rien contre lui. Interpellé à l'aéroport dès sa descente d'avion, l'homme est aussitôt placé en garde à vue.
Il nie, il dit non, moi je les ai vus, mais ils étaient vivants. Quand je suis parti, ils étaient vivants, ils allaient très bien. L'homme dément toute implication dans les meurtres de Gilbert et de Jeannie. Au bout de 24 heures de garde à vue, les policiers confrontent Ben Yahya aux preuves qu'ils ont trouvées. Les enquêteurs vont le mettre face à ces incohérences, face aux choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas crédibles. Et en particulier, ils vont lui révéler « on vous a vu avec la carte bancaire », on vous a vu à des endroits précis, et petit à petit, ça va le faire basculer et finira par admettre. Et ça, c'est vrai que c'est un basculement qui est vraiment intéressant. À un moment, il a envie de libérer sa conscience, de dire « oui, ça s'est passé », et après, il va nous raconter l'histoire. Et c'est là que ça devient de plus en plus intéressant. Ben Yahya Lezaz craque. Il reconnaît être allé chez Gilbert et Jeannine le jour des meurtres. Il y a un courrier qui lui est destiné, apparemment en provenance de ce confrère qui est en charge de la procédure administrative. Le contenu de ce courrier, que je ne connais pas aujourd'hui, semble générer chez lui une certaine, pas inquiétude, mais au moins un certain énervement. Gilbert et Jeannine lui auraient en effet annoncé leur intention de ne plus le domicilier, l'obligeant à trouver une autre adresse. Il semblerait, c'est du moins lui qui nous le dit, que la victime, le monsieur, dise « non, non, il n'est pas question que je continue à te domicilier, il n'est pas question que tu continues à venir chez nous, il n'est plus question de t'aider, ça ne va pas ». Le jeune homme aurait très mal pris cette décision. La situation aurait alors dégénéré. Il fallait bousculer, donc il bouscule monsieur, la dame vient au secours, il la bouscule, il le retrouve par terre. Et c'est là qu'il va finir par leur taper dessus, il va finir par les attacher, et il finira par les tuer à coups d'arme blanche, qu'il trouve sur place. Un déchaînement de violence qui se serait transformé en un véritable calvaire pour Gilbert et Jeannine. Ce qui est très surprenant dans l'histoire, c'est qu'en fait, il dit être arrivé donc vers les 13h, 13h30 le 1er septembre et ne quitter le lieu qu'à 21h, enfermant avec la clé. Lezaz aurait donc passé 8 heures dans la maison. Un huis clos sans fin que le meurtrier présumé a du mal à expliquer de manière cohérente. Il dit qu'il a perdu connaissance à un moment donné. C'est possible. Ça, pour l'instant, je ne sais pas. Mais vous savez, qui dit perte de connaissance pendant des faits de violence peut laisser entendre un certain nombre de choses. Pourquoi pas une crise d'épilepsie? Pourquoi pas un problème psy en cours de discussion? Je ne sais pas aujourd'hui. Ben Yahya Lezaz n'aurait que des souvenirs parcellaires de l'après-midi du drame. Il n'apporte que des bribes d'explications. Il dit, en fait, je les ai tapés, je les ai battus, je les ai attachés, tout ça il le reconnaît, c'est vrai. J'ai mis des couvertures, j'ai déversé des liquides, dont du vin, dont des alcools sur eux, sans expliquer vraiment pourquoi. C'est assez bizarre, mais il y a beaucoup de faces d'ombre, hein, beaucoup de zones pour lesquelles il ne s'explique pas, où il n'est pas du tout cohérent, il ne sait pas vraiment lui-même ce qui s'est passé. Il dit qu'ils étaient vivants lorsqu'ils quittent les lieux, et qu'en fait, il aurait mis des couvertures sur eux parce qu'ils avaient froid. C'est absolument incohérent avec ce qu'on a pu constater, les blessures étaient des blessures rapidement mortelles. Pourquoi cet homme de 32 ans, sans antécédents judiciaires, a-t-il violenté ce couple qu'il côtoyait depuis plusieurs mois? Comment a-t-il pu infliger tant de souffrances à ceux qu'il appelait papy et mamie? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je n'avais aucune raison. Ces gens étaient gentils avec moi. Voilà, exactement son discours. Si Ben Yahya n'explique pas les raisons qui l'ont poussé à s'acharner sur les deux retraités, pour les policiers, il ne fait aucun doute que le mobile est crapuleux. Il nie les avoir torturés, en particulier. L'élément facile, c'est de dire souvent le genre d'acte de brutalité de ce genre-là, c'est pour obtenir quelque chose, pour obtenir un renseignement sur où est caché l'argent, où est caché le code de la carte bleue, où sont cachées les valeurs. Là, il ne l'explique pas. Il dit juste, oui, je les ai frappés, mais non, non, je ne les ai pas torturés. De toute façon, j'ai obtenu très facilement le code. Ça, on sent bien qu'il nous ment, qu'il ne veut pas complètement reconnaître, c'est-à-dire qu'il ne veut pas trop aggraver son cas. Les circonstances dans lesquelles Gilbert et Jeannine Michnaud ont trouvé la mort font peser des charges extrêmement lourdes sur Ben Yahya Lezaz. Le fait qu'il ait utilisé à plusieurs reprises les armes sur des victimes faibles, vulnérables, âgées, malades, et le fait qu'il ait utilisé également du fil de fer pour les lier au niveau des poignets, et a priori un peu fortement, semblent pour nous des présomptions suffisantes qui justifiaient qu'il soit mis en examen pour ces actes de torture et de barbarie
Et je constate que le juge d'instruction a sur ce point suivi nos réquisitions. Ben Yahya Lezaz a également été mis en examen pour assassinat, ce qui signifie qu'il aurait prémédité son geste. Dans ce cas, et si l'instruction en cours confirmait la qualification des faits, Ben Yahya Lezaz risquerait la réclusion criminelle à perpétuité. Trois hommes dans le box des accusés. Des jeunes de la cité HLM de Thonon-les-Bains. Aux assises d'Annecy, ils comparaissent pour extorsion, séquestration et actes de barbarie. 1 mois de rapt en série, 4 victimes traumatisées. On lui a clairement dit « tu ne bouges pas parce que sinon tu vas te prendre un coup de couteau ». Immédiatement, il sera jeté dans cette chambre, qui est quand même la chambre de l'horreur. 4 jeunes garçons ont été successivement enlevés, menacés et torturés pendant plusieurs jours. Des faits d'une violence inouïe. Un procès sous haute tension. S'il vous plaît, monsieur, qu'est-ce que vous n'avez pas la parole? Pour quelles raisons cette bande a-t-elle organisé ces enlèvements? Pourquoi un tel degré de violence? Retour sur le calvaire vécu par 4 jeunes gens, victimes des barbares. C'est une affaire d'enlèvement qui s'ouvre par un dépôt de plainte. Pierre, 18 ans, se rend à la gendarmerie de Thonon-les-Bains. Le jeune homme est blessé au front, il est en état de choc, comme traumatisé. Aux gendarmes, Pierre affirme avoir été agressé, volé, mais surtout séquestré pendant 2 jours. La déposition du jeune homme dure plusieurs heures. Dans sa plainte, Pierre explique avoir été enlevé un samedi soir alors qu'il se rendait en discothèque. À 23h, il s'arrête pour faire le plein dans une station-service sur le parking d'un supermarché. À cette heure, il n'y a pas de pompiste, l'endroit est désert. Alors qu'il remplit son réservoir, 2 hommes se dirigent vers lui et le frappent. Ce premier coup de poing est suffisant pour traumatiser la victime à tel point qu'elle ne va plus bouger. Pierre raconte que les 2 hommes l'obligent alors à monter à l'arrière de sa voiture. Un agresseur se met au volant, l'autre prend la place du passager. Ils prennent la route et roulent une vingtaine de minutes. Puis ils s'arrêtent sur un petit chemin. Le conducteur coupe le moteur et se tourne vers Pierre à l'arrière. Totalement effrayé, Pierre ne résiste pas à ses agresseurs. Il donne son portefeuille, son téléphone ainsi que sa carte bancaire. La victime dit qu'elle a vu une arme, qu'à un moment, il aurait pris dans sa portière une arme, qu'il l'aurait tendue à son passager. Enfin, en tout cas, quelque chose qui y ressemble, quoi. Ils reprennent la route et s'arrêtent à plusieurs reprises. À chaque arrêt, l'un des hommes reste dans la voiture pour surveiller Pierre, tandis que le second retire de l'argent et effectue divers achats avec sa carte de crédit. Pierre comprend alors que les 2 hommes ont l'intention de passer la soirée à ses frais. Ils lui disent vouloir se rendre dans un bar à hôtesse. Ils l'emmènent alors au Pink, un cabaret d'Aix-les-Bains. Leur objectif, c'était d'avoir une voiture et de l'argent pour passer une soirée au Pink, point barre. Je veux dire donc qu'ils prennent la voiture et la carte bleue là où elle se trouve. Dans ce bar, les 2 kidnappeurs consomment de nombreux verres d'alcool. Ils boivent sans modération toute la soirée. Pierre est assis sur un canapé. Il observe la scène sans broncher. Vers 4h du matin, les 2 malfaiteurs quittent le club. Le chauffeur reprend le volant de la voiture, totalement ivre. Finalement, il est pris d'un malaise parce qu'il avait trop bu, donc il va avoir un échange de conducteurs pendant le périple. Un périple qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Pierre, lui, est retenu sur la banquette arrière. Sur la route, ils utilisent à nouveau sa carte bancaire. Ils achètent des vêtements, de la nourriture et des cigarettes. La matinée passe. Vers 13h, ils se mettent en quête d'un lieu tranquille. Ils prennent un hôtel, le premier qui est facile d'accès, où on met la carte et on n'a pas besoin de passer par un réceptionniste. Donc là, en l'occurrence, ils sont partis à Valence, dans un hôtel baladin.
ces hôtels qui sont dans les zones industrielles et commerciales. Cela fait presque 24 heures que Pierre est pris en otage. Il affirme que l'un des malfaiteurs serait parti avec son véhicule. Il se serait retrouvé alors seul dans une chambre d'hôtel sous la surveillance du deuxième homme. Pendant plusieurs heures, Pierre dit vivre dans l'angoisse. Il ne va pas fermer l'œil de la nuit, il va se demander combien de temps ça va durer et à quelle sauce il va être mangé, évidemment. Oui. Vers 4 heures du matin, Pierre voit revenir le complice en compagnie d'une jeune femme. Le couple s'installe dans la chambre d'à côté. Pierre va rester enfermé dans sa chambre toute la journée. Vers 18 heures, les malfaiteurs décident de le relâcher. Ils n'ont plus aucun intérêt à garder leur otage. Son compte bancaire est épuisé et sa carte de crédit a été avalée dans un distributeur. Pierre déclare qu'au total, 1 500 € lui ont été dérobés. Les agresseurs laissent alors repartir Pierre avec sa propre voiture. Une opportunité pour les enquêteurs qui examinent le véhicule. À l'intérieur, ils relèvent une empreinte digitale. C'est celle d'un homme déjà bien connu des services de police, un certain Abdelkader Boualoufa, un homme qui vient justement de faire parler de lui. À ce moment-là, peut-être qu'il y a aussi, d'une manière conjointe, l'administration pénitentiaire qui signale donc la disparition, enfin en tout cas l'évasion d'Abdelkader. Abdelkader Boualoufa est un homme en cavale. Pour tenter de retrouver la trace des ravisseurs, les gendarmes vont se plonger dans son casier judiciaire. Le suspect a le profil d'un homme très violent. Les enquêteurs vont alors se pencher sur la personnalité d'Abdelkader Boualoufa. Ils découvrent que cet homme a déjà un lourd passé de délinquant. Extorsion, vol aggravé, escroquerie, évasion, au total 29 condamnations à son actif. Sa première condamnation date de 1995 et pour un vol avec violence. Et lui dit qu'à ce moment-là, ils ont fait une erreur. Il a pris 1 an d'emprisonnement. Et donc depuis, il connaît que le milieu carcéral. À 34 ans, Abdelkader Boualoufa a déjà passé 12 ans de sa vie derrière les barreaux. À Thonon-les-Bains, dans la cité HLM où il a grandi, il est considéré comme un caïd. Le chef du quartier, ici on l'appelle le Mike Tyson des banlieues. Les gendarmes vont étudier les bandes de vidéosurveillance pour tenter d'identifier le deuxième ravisseur. Ils découvrent qu'il est issu du même quartier qu'Abdelkader Boualoufa. Il s'agit d'un certain Mehdi Boutelja. D'après ce qu'il dit, c'est qu'ils vivaient dans la même cité et qu'à partir du moment où Abdelkader a profité d'une permission pour faire ses méfaits, il l'aurait rencontré sur son chemin, en fait, Mehdi, et lui aurait proposé un coup, et il serait parti comme ça. En fait, c'est limite pas un concours de circonstances, mais c'est l'occasion qui fait le larron, quoi. Mehdi n'a que 21 ans, mais c'est déjà un petit truand, tombé dans la délinquance après le décès de son père. On a perdu notre père il y a 6 ans de ça, et là, je pense qu'il a eu un gros choc. Et mes frères et sœurs, on est un peu tous dispatchés dans la région. Mehdi aurait perdu ses repères. Il enchaîne les infractions et les petites condamnations pour violence. Un garçon perdu qui cherche à se raccrocher à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est vraiment très influençable. Je pense qu'il était seul, il a fait confiance à des personnes. Il se sentait seul, donc quand on se sent seul et perdu, et puis c'est là où je pense que tout a commencé. Comme partout, les enfants prennent modèle sur les grands, et quand le modèle n'est pas bon et quand le cadre familial n'est pas non plus est déstructuré, avec un père qui est décédé, une mère qui est en manque d'autorité, eh ben, on se cherche un mentor. Mehdi se serait alors mis naturellement sous la coupe d'Abdelkader Boualoufa, le grand du quartier. Ensemble, ils forment un duo criminel. Mehdi devient le bras droit d'Abdelkader Boualoufa. Les gendarmes présentent à Pierre les photos des 2 hommes. Sans hésitation, il reconnaît ses agresseurs. Pierre n'est alors qu'un cas isolé. Mais le gang n'a pas fini de sévir. D'autres jeunes gens vont être pris en otage. Un mois après la plainte de Pierre, un nouveau jeune homme se rend à la gendarmerie de Thonon-les-Bains.
Il s'appelle Benoît, il a 20 ans, il affirme aux enquêteurs avoir, lui aussi, été séquestré pendant un jour et une nuit. À l'origine de cet enlèvement, une agression. Un samedi soir, alors qu'il rentre chez son père, un homme menace Benoît d'un couteau. Il n'a pas le temps de dire ouf qu'il y a une personne qui s'invite dans sa voiture, en fait, dans une petite voiture, donc pas avec les fermetures centralisées, là. Donc, paf, il a le temps de s'engouffrer, quoi. Donc, évidemment, il est surpris, désagréablement, et donc cette personne lui dit « Écoute, tu suis cette voiture, parce qu'on a besoin d'essence, donc tu suis cette voiture, quoi. » Lorsque les gendarmes recueillent les déclarations de Benoît, ils réalisent qu'il s'agit du même scénario que pour la précédente victime. Benoît a subi les mêmes violences que Pierre, et visiblement pour les mêmes raisons. Ils ont pris sa carte bleue, ils ont utilisé sa carte bleue, donc en fait ils vident les comptes au maximum, quoi, ce que peut contenir la carte. Donc lui, effectivement, par rapport à la première victime, avait beaucoup plus d'argent sur son compte, pour la simple et bonne raison que c'était le seul qui travaillait. Au total, Benoît indique avoir perdu 4 000 €. Il affirme qu'une fois son compte épuisé, les agresseurs l'ont relâché tout en le menaçant. Il a reçu des menaces très très violentes, à l'attention de sa famille surtout, effectivement, en disant je torturerai ta famille comme tu ne l'imagines même pas. Les gendarmes présentent à Benoît les mêmes photos des suspects. Le jeune homme confirme qu'il s'agit bien de ses agresseurs. L'enquête va s'accélérer, car le même jour, une mère de famille se rend au commissariat de Thonon-les-Bains. Elle vient signaler la disparition de son fils Olivier, un lycéen de 18 ans dont elle n'a plus de nouvelles depuis 2 jours. Il se présente dans un garage parce qu'il a le souhait de changer son véhicule automobile, qui est un véhicule un peu ancien, comme souvent les jeunes gens quand ils sont étudiants et donc désargentés. Mais le jeune homme n'est jamais rentré. Les enquêteurs sont persuadés qu'il s'agit de la même bande. Ils se procurent alors les relevés bancaires d'Olivier et remarquent que l'étudiant a dépensé 2 600 € depuis sa disparition. De nombreux retraits et des achats de toutes sortes. Les policiers tentent de localiser le jeune homme. Mais 5 jours après sa disparition, il réapparaît à son domicile en état de choc. Olivier est à moitié nu, le visage tuméfié. Il a dû rentrer à pied chez sa maman où il est arrivé les pieds en sang, sans chaussures, avec juste une espèce de gilet et un jean sur le dos. Les enquêteurs entendent la nouvelle victime et ces révélations sont intrigantes. Car dans le garage où il a été enlevé, Olivier dit avoir été abordé non pas par 2 hommes, mais par 3. Un nouveau complice aurait donc rejoint le groupe. 3 hommes qui ont l'air de connaître le garagiste, à qui ils font la bise d'ailleurs, qui saluent, et puis se dirigent vers Olivier en lui disant « Voilà, tu veux changer ta voiture ?» Alors lui dit « Bah oui, j'aimerais bien la revendre pour en acheter une autre, etc. » Il dit « Ah ouais, écoute, elle m'intéresse, tout va bien, quoi. » Il dit « Bah, est-ce qu'on pourrait l'essayer ?» Olivier accepte. Abdelkader Boualoufa prend alors le volant et fait avec le jeune homme plusieurs kilomètres avant de s'arrêter sur une route déserte. Abdelkader Boualoufa sort alors de la voiture et frappe violemment le jeune homme. Lui assène un monstrueux coup de poing en plein visage, ce qui dans un premier temps l'anéantit un peu, et puis lorsqu'il essaye de se rebeller, les 2 autres comparses lui tombent dessus, ce qui fait qu'évidemment il ne pouvait plus avoir le poids puisqu'il était agressé par ces 3 jeunes gens. Les 3 hommes jettent alors Olivier dans le coffre de la voiture, après l'avoir ligoté, bâillonné et retiré ses chaussures. Enfermé, Olivier ne voit rien, il a du mal à respirer. Dès qu'il crie un peu, il prend des coups. Et vous savez, je crois que c'est extrêmement angoissant de rouler dans des voitures, surtout lorsqu'on sait que le conducteur est un fou furieux, parce qu'ici, il faut appeler un chat un chat. Le conducteur est un fou furieux, qui crie, donc je pense que la crainte est évidemment encore accentuée par le fait de ne pas voir ce qui se passe. La fin du voyage, c'est un hôtel. Olivier n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve. Lorsqu'il arrive à l'hôtel, il est entravé,
il va le désentraver des jambes, des pieds, et on va lui dire naturellement de faire attention, de ne pas avoir ni une attitude, ni de prononcer des mots qui seraient de nature à attirer l'attention sur lui, de sorte que la réceptionniste, quand ils arrivent à l'hôtel, ne fait pas attention. Elle voit un groupe de jeunes qui arrivent, elle ne prête pas plus attention à lui qu'aux autres. Et immédiatement, il sera jeté dans cette chambre, qui est quand même la chambre de l'horreur. Avec Olivier, la brutalité de l'équipe va monter d'un cran. Olivier affirme avoir subi les pires sévices. Frappé à main nue, puis humilié, des violences sans limite et totalement gratuites. On lui donnait des coups de poing, des coups de pied, et on le frappait avec des cintres, avec des objets divers. On lui versait du Coca-Cola ou des cendres sur le corps. On le brûlait avec des mégots de cigarettes. On le frappait avec une ceinture. Bref, il a fait l'objet de toutes les violences possibles et de toutes les humiliations et types d'avilissement possibles. Les enquêteurs remarquent que dans le cas d'Olivier, la violence n'est plus seulement là pour faire peur. Une espèce de concours entre les deux. C'était à celui qui allait lui faire le plus mal. Il y a une espèce de montée en puissance entre les deux, quoi. Olivier indique que le nouveau complice serait allé plus loin. Dans ce concours de brutalité, l'homme aurait tenté de l'agresser sexuellement. Olivier, qui subissait tout depuis 4 nuits et 5 jours, a dit stop, quoi, en disant tuez-moi, tout, mais pas ça, quoi. Là, vous m'avez atteint physiquement, vous m'avez atteint psychologiquement, il est hors de question que vous m'atteigniez dans la chair de ma chair, quoi. C'est pas possible, quoi. Pendant 5 jours et 4 nuits, Olivier se débat et crie pour échapper à la violence de ses 2 gardiens. Il affirme aussi que pendant tout ce temps, personne ne s'est soucié de son enfermement. Seule une femme de ménage aurait essayé d'entrer dans la chambre pour changer les draps, mais en vain. Les 2 hommes l'auraient repoussé à l'extérieur. Olivier dit aussi avoir été libéré au bout de 5 jours, son compte bancaire épuisé. Il va être abandonné près d'un camp de gens du voyage, sur la route, pas très loin de Thonon. Les enquêteurs souhaitent alors en savoir plus sur le nouveau complice. Olivier décrit avec précision son 3e agresseur, celui que ses comparses appellent le blédard. La victime l'identifie comme la brute, l'homme le plus violent du trio. Les gendarmes sont décidés à tout mettre en œuvre pour arrêter rapidement la bande de barbares avant qu'ils ne fassent d'autres victimes. Pour tenter de mettre un terme à ces enlèvements en série, les gendarmes vont passer au crible toutes les bandes des caméras vidéo de la région. Les comptes bancaires et les relevés téléphoniques des victimes, ils vont tenter de retracer le parcours emprunté par les suspects. Donc en fait, vous retrouvez toujours le même visage, toujours les mêmes personnes qui viennent soit faire des achats, soit retirer de l'argent. Et à peu près toujours aussi dans le même secteur. Les enquêteurs retrouvent leurs traces et mettent en place un dispositif de surveillance devant l'un des hôtels fréquentés par les malfaiteurs. Alors qu'ils sont sur le point de les arrêter, c'est un flagrant délit qu'ils constatent. En disant, on va tomber sur le trio. Et surprise pour eux et bonne surprise pour la victime, c'est qu'ils vont trouver en plus donc, la 4e victime qui est séquestrée, qui est toujours sur son lit en superposé. Ligoté et bâillonné, le jeune homme a reçu de nombreux coups. Son corps est entièrement meurtri. L'otage raconte qu'il s'est vu mourir. Au-delà des humiliations, des coups, on lui a clairement dit « tu ne bouges pas parce que sinon tu vas te prendre un coup de couteau ». Et donc il peut tout imaginer à ce niveau-là. Quand ce couteau a déjà été exhibé et porté dès le premier soir au niveau de son cou. La bande est arrêtée. Les enquêteurs découvrent alors l'identité du 3e agresseur. Celui qu'on surnomme le blédard, c'est un certain Fata, un jeune homme d'à peine 18 ans, arrivé clandestinement d'Algérie en 2008. Lors de son interrogatoire, Fata explique qu'il a rencontré Abdelkader Boualoufa et Mehdi dans un bar à Thonon-les-Bains. Abdelkader lui aurait alors fait une proposition intéressante. Fata était à la recherche de papiers, donc Abdelkader lui aurait proposé des papiers, en échange de quoi des papiers à Genève. Il aurait pu lui procurer des papiers à Genève, et en échange de quoi il lui propose de rejoindre son équipée. Pour expliquer ces actes de torture,
Fata ne présente jamais la même version. Et quand on lui parle d'agression sexuelle, il a du mal à se justifier. L'effet de groupe fait que on se sent à ce moment-là autorisé à être de plus en plus bête, de plus en plus violent gratuitement. Et que justement, pour mon client, le comble du comble pour un maghrébin de religion musulmane et hétérosexuel, c'est la sodomie. Donc effectivement, il va en rajouter une couche en faisant une proposition à caractère sexuel à la victime qui est un homme. Voilà. Les 3 hommes sont placés en détention provisoire jusqu'au procès. Un enfermement qui dure 2 ans. Ces 2 années semblent une éternité pour les victimes et le jour du procès, elles font à nouveau face à la violence de leurs agresseurs. Devant la cour d'assises, les accusés doivent répondre de leurs actes face aux jurés et une salle pleine à craquer. Les 3 hommes comparaissent pour enlèvement, séquestration, actes de torture, actes de barbarie et vol sous la menace d'une arme. À leur côté, la petite amie d'Abdelkader Boualoufa est poursuivie pour recel. En face d'eux, leurs victimes. Face aux accusations et aux preuves, les accusés ne peuvent qu'avouer leurs crimes. Les personnalités se dévoilent alors. Abdelkader Boualoufa assume avoir donné le premier coup de poing. Mais il dit que les victimes, ce n'était pas son problème. Ce qui l'intéressait, c'était leur carte bancaire. Prisonnier en cavale, il était prêt à tout pour se procurer de l'argent. La seule avec laquelle il a un rapport, c'est sa jeune sœur Linda. Sa jeune sœur Linda, elle n'a pas des billets de banque qui sortent comme ça. Elle a des difficultés, elle s'est retrouvée au chômage. Donc il ne peut pas la taper au sens où on l'entend. Donc effectivement, il est dehors. Il ne peut pas avoir un travail régulier, il a un statut d'évadé. Donc effectivement, l'argent qu'il va se procurer, c'est un argent qu'il va se procurer de manière illicite. Mehdi lui affirme avoir commis ces actes pour s'amuser. Pendant les audiences, il sourit. Il va même jusqu'à menacer à nouveau la 4e victime. C'est fait partie de son vocabulaire. Je te retrouverai avant toi, c'est effectivement une phrase qui a pu être dite par Boutelja. Quand il profère ses menaces, il se prend pour Boualoufa. Il se prend pour Boualoufa, il se met en scène, il fait le caïd de la cité. À la barre, Fata s'attribue un rôle passif. Il se défend et affirme n'avoir été que l'exécutant sous les ordres d'Abdelkader Boualoufa. Après 7 jours de procès, la Cour rend son verdict. Messieurs les accusés de l'exécuter, la Cour et le jury condamnent l'accusé Abdelkader Boualoufa, Mehdi Boutelja et Fata Chicha à la peine de 22 ans de réclusion criminelle. S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, vous n'avez pas la parole. Moi, je n'ai pas la parole. Vous allez l'évacuer immédiatement. Les accusés encaissent mal la sentence et réagissent violemment. Si les peines sont satisfaisantes pour les victimes, leur soulagement est de courte durée, car les 3 agresseurs ont fait appel de leur condamnation. Un nouveau procès devrait donc s'ouvrir à Annecy. La vie s'est arrêtée à Rivesaltes. Dans cette petite ville en deuil, le temps s'écoule au rythme des enterrements. 3 cérémonies funèbres en moins de 48 heures. À chaque fois, les habitants bouleversés se rassemblent pour accompagner les défunts vers leur dernière demeure. Ces disparus, les voici. Michel Raspaud, un retraité de 72 ans, Jean-Luc Joffre, 42 ans, et Jean-Philippe Abriba, 35 ans. Des employés municipaux, tous 3 sont morts brutalement
abattus à coups de fusil de chasse. Un massacre en apparence sans motif qui plonge une ville entière dans la douleur. On ne sait pas. On ne sait pas. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a perdu 3 enfants du pays. Il fallait qu'on marque le coup. Il fallait qu'on marque. Il fallait que les gens de Rivesaltes, les gens de toute la France sachent qu'à Rivesaltes, il y a une âme et que les gens, ils s'aiment entre eux. Voilà. Et on ne peut pas les oublier une fois qu'ils sont enterrés. Ce triple assassinat provoque l'effroi et la stupéfaction. Les victimes connaissaient leur tueur, un ancien du village qui ne s'était jamais montré violent. À Rivesaltes, la question est dans tous les esprits. Quelles raisons ont pu conduire ce retraité à une telle sauvagerie ? Le jour de la tuerie s'annonçait ainsi comme une journée sans surprise à Rivesaltes. Située à quelques kilomètres de Perpignan, Rivesaltes, avec ses 8000 habitants, est une bourgade catalane typique. Ici, la vie se déroule paisiblement entre les discussions au café et les promenades le long de la rivière l'Agly. Les berges du cours d'eau sont aménagées. C'est un lieu très fréquenté, un point de rendez-vous notamment pour les personnes âgées. Comme à son habitude, Michel Raspaud effectue ce jour-là sa balade quotidienne. Il est environ 16 heures, le retraité prend le frais, il est assis sur ce muret qui surplombe la rivière. Soudain, de l'autre côté de la rue, il aperçoit l'un de ses amis sortir de cette maison. C'est Joachim Taureau, un plombier de 78 ans. Tous deux se voient très souvent. Ils se retrouvent là tous les jours, depuis des années et des années. Ils se connaissent très très bien. Ils vont à la pêche ensemble, ils vont à la chasse ensemble. L'un mange chez l'autre, ensuite c'est l'autre qui va manger chez le premier. Mais cette fois, son camarade Joachim a une attitude étrange. Il a dans les mains un fusil de chasse. Joachim se dirige alors vers son ami Michel. Sans raison, il charge son arme et ouvre le feu. Il tire à une reprise, de face. Raspaud est tué sur le coup. Le retraité s'écroule, abattu par son vieil ami Joachim. Celui-ci est comme possédé. Il a des recharges sur lui. Il va recharger son fusil. Et à quelques mètres de là, ça se passe dans un laps de temps extrêmement court. À quelques mètres de là, il y a 2 cantonniers qui passent par là. Ces 2 employés municipaux, ce sont Jean-Philippe et Jean-Luc. Joachim s'approche et leur tire dans le dos. D'abord sur Jean-Philippe, tué sur le coup, puis sur Jean-Luc. Celui-ci a encore la force de faire quelques mètres. Il prend alors une seconde décharge, de face, et tombe sur le bitume. Tout s'est déroulé en quelques secondes. Joachim Taureau, lui, retourne près du muret, et là, il aurait tenté de mettre fin à ses jours. Joachim Taureau pose le canon de son arme sur la joue et presse la détente et s'écroule à ce moment-là avec son arme au pied du muret sur lequel il était juché. La décharge a emporté la moitié du visage de Joachim, mais celui-ci est toujours vivant. Il essaie de ramper jusqu'au fusil pour s'achever. Et là, un oncle par alliance de Jean-Luc, qui vient d'être alerté des faits et qui se trouve à quelques mètres, va courir, va rappliquer et donner un coup de pied dans le fusil pour éviter que Taureau s'achève comme il le voulait. Aussitôt alertés, les pompiers et les gendarmes découvrent le carnage. Il n'y a plus rien à faire pour les 3 victimes, Michel, Jean-Luc et Jean-Philippe. Joachim Taureau, lui, est inconscient, mais il respire encore. Les secours l'évacuent immédiatement vers l'hôpital de Perpignan.
Pour les enquêteurs, ce triple meurtre est bien mystérieux, car pour l'instant, il n'y a aucun mobile pour expliquer le geste du plombier. Ils vont donc tenter de décrypter sa personnalité, celle d'un homme très apprécié dans le village et qui semble avoir brusquement basculé dans la folie. Pourquoi Joachim Toro a-t-il plongé dans une fureur meurtrière? C'est la question qui taraude les enquêteurs. Car le retraité, âgé de 78 ans, n'a rien d'un déséquilibré. Il n'a pas non plus d'antécédents de violence. Joachim Toro est arrivé à Rivesaltes adolescent pour ne plus en partir. Il ne s'est jamais marié et vit dans cette maison du centre-ville. À sa retraite, ce vieux garçon continue à travailler. Ici, Joachim le plombier est une personnalité populaire. C'est le plombier bien aimé. Tout le monde a vu Joachim Toro, a fait appel à Joachim Toro au moins une fois. Il est décrit comme quelqu'un de bon vivant, il aime bien blaguer, c'est un très très bon travailleur, quelqu'un qui adore son métier. Son atelier de plomberie, Joachim l'a installé dans cette maison sur les berges de la rivière. La demeure appartient à son frère Michel, mais celui-ci n'y habite pas. Il vit à Sarcelles, en région parisienne. Joachim espère d'ailleurs le convaincre de revenir à Rivesaltes. Mais un événement tragique va bouleverser Joachim. En décembre 2010, quelques mois avant la tuerie, son frère est victime d'une crise cardiaque à son domicile. Bloqué par la neige et les embouteillages, les secours sont arrivés trop tard. Michel succombe. Joachim, qui adorait son frère, n'accepte pas cette mort qui, selon lui, aurait pu être évitée. Il ne comprenait pas que son frère soit décédé alors qu'il était un peu plus jeune que lui. Il pensait que les secours avaient certainement dû être tardifs et que dans ces conditions, il n'avait pas survécu, alors que peut-être qu'à Rivesaltes, les choses se seraient passées différemment. Joachim est ébranlé par la disparition soudaine de son frère. Le plombier, d'habitude si jovial, se renferme. Ses amis qui le croisent sur les berges remarquent des changements dans son attitude. Depuis la mort de son frère, il avait changé, c'est vrai. Déjà, on le voyait déjà un peu moins le soir. Moi, je le voyais moins le soir. Puis c'est vrai que sa manière de parler, c'était plus la même. Il avait dans sa voix, c'était agressif. Pour Joachim Toro, la mort de son frère est une injustice. Il en veut à la terre entière et semble de plus en plus à cran. Ainsi, le matin de la tuerie, l'un de ses amis l'aperçoit à l'entrée de son atelier. Le plombier a un comportement inquiétant. Il voit Toro devant son atelier. Et il n'est pas bien, il tourne en rond, il crie, il donne des coups de pied dans le portail. Enfin, manifestement, ça ne va pas. Donc cet ami vient voir Toro, lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air bien ?» Et Toro part immédiatement sur l'histoire de son frère. Dans l'après-midi, Joachim Toro disparaît. Finalement, à 16h, il sort de son atelier un fusil à la main. Il tue Michel Raspaud, Jean-Philippe Abribat et Jean-Luc Joffre avant d'essayer de se suicider. Pour les gendarmes, il pourrait s'agir d'un coup de folie, celui d'un vieil homme dépressif depuis la mort de son frère. Mais dans la soirée, un témoignage inattendu vient bouleverser l'enquête. C'est le récit d'une jeune femme. Elle affirme que le plombier a tenté de l'assassiner 1 heure à peine avant la tuerie. Joachim Toro vient d'abattre 3 hommes. Les gendarmes de Rivesaltes manquent d'indices pour expliquer son geste. Mais dans la soirée, une jeune femme d'une 30aine d'années se présente à la caserne. Elle est en état de choc et fait des révélations stupéfiantes. Elle vient raconter qu'elle connaît le tueur de Rivesaltes, celui qui a commis le triple meurtre plus tôt dans la journée.
qu'elle avait une relation avec lui. Une relation manifestement glauque. Depuis des années, Joachim Taureau achèterait les faveurs sexuelles de la jeune femme. Celle-ci, dans une grande précarité, dépendrait financièrement du plombier. Elle expose que Joachim Taureau a financé les cours de conduite pour qu'elle puisse obtenir son permis. Elle explique que Joachim Taureau lui a acheté une voiture et elle explique que de temps à autre, quand le besoin s'en faisait sentir, elle lui rendait visite et obtenait de l'argent après lui avoir octroyé quelques faveurs. Cette situation n'est pas pour déplaire à Joachim Taureau, car malgré ses 78 ans, le plombier conserve un goût immodéré des femmes. Il n'a qu'une obsession, le sexe. Il en parle tout le temps, dans des termes très crus. Et lui, quand il parlait, vous parlez que de ça. Hein. Voilà, c'était ses mots, il faut dire la vérité. C'est mots, hein, on ne peut pas dire... Tu ne peux pas dire l'inverse. Hein. De toute façon, quand il y a la conversation, quand on se voyait, c'était ça. Hein. Ouais, c'était... D'ailleurs, ce célibataire endurci se vante beaucoup de ses conquêtes féminines. Sur un terrain discret, à l'écart de la ville, il s'est même aménagé une garçonnière. C'est dans ce cabanon qu'il conduit ses fréquentations. Il raconte ses ébats dans des termes extrêmement crus à ses amis, en allant dans des détails sordides sur ce qu'il fait subir à ses femmes. Justement, sa jeune maîtresse en a assez. À Perpignan, elle est tombée amoureuse d'un garçon de son âge et s'est installée avec lui. Elle veut mettre un terme définitif à sa relation avec Joachim Taureau. Le retraité ne le supporte pas. Elle dit qu'il la harcelait à ce moment-là au téléphone, qu'il manifestait une certaine jalousie vis-à-vis de la relation régulière qu'elle avait avec un jeune homme et qu'il se serait même laissé aller à des menaces en la menaçant de rencontrer sa famille, sinon de tuer sa famille. Le plombier veut s'expliquer avec sa maîtresse. Le jour de la tuerie, ils ont ainsi convenu de se revoir une dernière fois. À 15h, dans des véhicules séparés, ils roulent vers le point de rendez-vous, un terrain vague à la sortie de Rivesaltes. Prudente, la jeune femme vient accompagnée d'une cousine. En début d'après-midi, il avait un rendez-vous avec ces deux jeunes femmes et il a souhaité que l'entretien ait lieu dans un endroit isolé. Sur ce terrain vague, sa maîtresse annonce alors à Taureau qu'elle ne veut plus le voir. Très vite, le ton monte, le plombier est fou de rage. À tel point que la jeune femme et sa cousine paniquent, elles remontent dans leur voiture et démarrent. Et à ce moment-là, Taureau retourne dans son véhicule, sort un fusil qu'il avait dans son coffre, qu'il a toujours dans son coffre d'ailleurs, il ne s'en sépare jamais, et il va tirer en direction du véhicule. Les coups de feu font voler en éclats les vitres de la voiture. La maîtresse de Taureau est légèrement touchée au bras, mais les deux jeunes femmes parviennent à s'enfuir. Elles se rendent immédiatement aux urgences de Perpignan. C'est là que la maîtresse du plombier apprend qu'une tuerie vient d'avoir lieu à Rivesaltes. Elles font immédiatement le rapprochement avec ce qu'elles ont eux-mêmes subi et le coup de feu dont elles ont été victimes de la part de Joachim Taureau. Aussitôt, la jeune femme se rend à la gendarmerie pour raconter son histoire. Sa rupture avec Joachim Taureau pourrait être à l'origine du massacre. Mais devant les enquêteurs, elle va faire une révélation encore plus terrifiante. Aux gendarmes, la jeune femme affirme que le triple meurtrier de Rivesaltes serait également un pédophile. Leur relation sexuelle aurait commencé alors qu'elle n'était qu'une enfant et elle porte plainte pour abus sexuels.
Son témoignage est sordide. Fillette, elle habitait avec sa grand-mère dans le même quartier que Joachim Toro. Elle avait 10 ans quand, pour la première fois, il l'aurait attirée dans sa maison. Elle emploiera le terme de viol. Toro a des rapports sexuels avec elle, d'abord contre des friandises, et plus tard contre de l'argent et contre des cadeaux. Ce traumatisme d'enfance, la jeune femme l'aurait gardé secret pendant des années. Mais le poids était trop lourd à porter, elle voulait régler ses comptes avec Joachim Toro. Ainsi, le jour de la tuerie, elle et sa cousine retrouvent le plombier sur le terrain vague. Elle l'aurait alors menacé de tout révéler. C'est sans doute là que s'est noué le drame. Les propos qu'ont tenus ces jeunes femmes me paraissent être le détonateur de ce qui va se passer, de cette explosion de violence qui va suivre, d'abord envers elles, et ensuite envers 3 personnes qui, manifestement, ne sont pas du tout concernées. À Rivesaltes, les habitants sont stupéfaits par les révélations de la jeune femme. Personne ne soupçonnait le plombier capable d'abuser d'une enfant de 10 ans. Personne, ou presque. Car pour une voisine, cette affaire a réveillé des souvenirs troublants. L'épisode remonte à une quinzaine d'années. Depuis son balcon, cette voisine peut voir la maison de Joachim Toro. Et pendant plusieurs mois, elle aurait assisté à un étrange manège. Tard le soir, des fillettes se présentaient à sa porte. Cette voisine explique qu'elle a une fille de 10-11 ans et qu'il y a des camarades de classe qui sont là, qui font partie de ces jeunes filles, qui rentrent, qui sortent, qui font le siège de chez Toro, qui attendent devant. Inquiète, cette voisine veut prévenir les forces de l'ordre. Elle se rend à la police municipale. Les enquêteurs décident alors de convoquer les enfants. Les enfants du village vont être entendus. Et cette voisine va être recontactée par la police municipale. Et on va lui dire « Madame, vos soupçons sont confirmés, mais il n'y a pas eu de dépôt de plainte de la part des parents, donc il n'y aura pas de suite. » Le dossier sera donc classé, jusqu'à la plainte déposée par la maîtresse de Joachim Toro. Désormais, une nouvelle enquête s'ouvre pour les gendarmes, s'assurer que le plombier n'a pas abusé d'enfants par le passé. Toutes ces affaires a traumatisé Rivesaltes. 10 jours après la tuerie, les habitants se retrouvent pour une marche en mémoire des victimes. Depuis le drame, Joachim Toro lui est sorti du coma, les médecins ont reconstruit sa mâchoire et il commence à donner sa version des faits. Le plombier nie les accusations de pédophilie, il affirme que sa jeune maîtresse a essayé de lui extorquer de l'argent. Il l'aurait ensuite blessée accidentellement. À la suite de cette altercation, Joachim Toro aurait été pris d'un coup de folie meurtrier. Le corps d'une femme retrouvée noyée, rouée de coups. Un mari qui réapparaît subitement et dit avoir été séquestré. Une famille aux liens étranges, unie autour de son chef. Nous allons vous raconter l'histoire d'un clan dans la région de Mulhouse qui a racketté et torturé un couple pendant 4 ans. On sait que Sylvie a été brûlée par un fer à repasser parce qu'elle avait fait une connerie. Daniel et Sylvie ont été réduits en esclavage. Le clan a vidé leur compte en banque, les obligeant à mendier, les humiliant et les torturant. Daniel se retrouve avec des côtes cassées, le nez cassé à plusieurs reprises. On ne va pas l'hospitaliser. En juillet 2008, le meurtre de Sylvie, 32 ans, handicapée mentale,
va mettre en lumière les atrocités commises par ce clan et son patriarche, Gérard Hérette. Présumé innocent, a suivi le procès de ces tortionnaires. Le grand canal d'Alsace, à la frontière allemande, délivre le point de départ de cette sombre affaire. À la fin du mois de juillet 2008, près de Rosenau, dans le Haut-Rhin, la brigade fluviale découvre un corps flottant à la surface de l'eau. Ce corps est celui d'une femme. On retrouve ce corps, elle a juste sur elle 3 médaillons et une robe, pas de sous-vêtements. La défunte n'a aucun papier qui permettrait de l'identifier. Le médecin légiste dépêché sur les lieux constate que la mort remonte à moins d'une semaine. Très rapidement, il semble écarter la thèse du suicide pourtant fréquent à cet endroit, car des traces de coups sont visibles sur l'ensemble du corps de la femme. Donc, le corps est autopsié. Là, il y a d'énormes fractures au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des omoplates, au niveau de la boîte crânienne, au niveau de la mâchoire. Des traces de coups un petit peu partout sur le corps. On se rend très vite compte que cette femme a été battue à mort. L'enquête s'oriente alors vers un homicide. Pour identifier la victime, les gendarmes diffusent un appel à témoins dans la presse. Quelques jours plus tard, une femme se présente à la gendarmerie et dit ne plus avoir de nouvelles de sa fille. Des prélèvements ADN sont alors effectués sur cette femme et comparés à l'ADN de la victime. La police judiciaire a été chez elle pour confirmer que les prélèvements ADN qui ont été faits sur elle correspondent avec ceux de ma sœur, que c'est bien ma sœur qui est actuellement à la morgue. C'était elle, la morte du canal. Les enquêteurs mettent désormais un nom sur la victime. Sylvie Muchler, une Alsacienne de 32 ans handicapée. 3 jours après la découverte du corps, les gendarmes reçoivent aussi la visite d'un homme au comportement singulier. On sait qu'une personne se présente dans une brigade de gendarmerie à Sierentz, prétextant qu'il a perdu une amie, vraisemblablement elle se serait noyée, enfin bon, on ne sait pas exactement pourquoi, mais il dit non, c'est pas un homicide, elle est morte noyée, Cet homme s'appelle Bernard Boulanger, un marginal d'une 50aine d'années, à l'allure plutôt déroutante. Dans la mesure où l'état général de Bernard Boulanger à ce moment-là est médiocre, les enquêteurs ont l'impression d'avoir affaire à un farfelu. Les enquêteurs voient alors beaucoup trop de similitudes entre le récit de cet homme et le meurtre présumé de Sylvie. Ils placent Bernard Boulanger en garde à vue pour homicide. Ils pensent tenir le coupable, c'est le suspect numéro 1. Mais un autre homme, à 200 km de là, va relancer l'affaire. Il s'agit du mari de Sylvie Muchler, Daniel Eckert. Il dit détenir des informations capitales. Un homme se présente à une gendarmerie à Neuve-Maisons, je crois, dans la Meuse, et commence à raconter son histoire. Il s'agit de Daniel Eckert, le mari de Sylvie Muchler, et il raconte en fait 4 ans d'atrocités qu'il a subies, entre actes de torture, de barbarie. Les enquêteurs comprennent alors que derrière le meurtre de Sylvie se cache peut-être une affaire plus sordide encore. Lors de sa déposition aux gendarmes, Daniel Eckert explique qu'avec Sylvie, ils ont été séquestrés et torturés pendant 4 ans par un clan. Le clan est constitué d'une dizaine de personnes, de 10 personnes exactement, 10 accusés. Bon, ce lien de parenté, on part du frère à la femme, à la concubine, enfin à la maîtresse, et les enfants, et les conjoints des enfants. Cette famille vit de prestations sociales, mais également de mendicité qui est effectuée par des personnes vulnérables qu'ils récupèrent et qui finalement, entre guillemets, travaillent pour eux. Daniel
donne le nom de son principal tortionnaire, le chef du groupe. Il s'agit de Gérard Herrette, qui se trouve être son propre cousin. Mais il accuse aussi plusieurs de ses proches. Parmi eux, le fils de Gérard Herrette, Edmond, mais aussi le fameux Bernard Boulanger, suspect numéro 1 pour le meurtre de Sylvie. Pour asseoir ses revenus, cette famille exploiterait des personnes vulnérables comme Daniel Eckert et Sylvie Muchler. Alors, quand ils ont décidé de séquestrer le couple, c'est qu'ils avaient une arrière-pensée, c'était effectivement de leur soutirer de l'argent. Alors, cet argent a été soutiré d'abord sur les comptes, ensuite les pensions d'invalidité et quelques petits salaires qu'ils percevaient ont également été, ils ont mis main basse là-dessus. C'est son business, c'est son entreprise. C'est une entreprise très particulière, l'entreprise Herrette, mais c'est comme ça qu'il vit, en exploitant des gens. Daniel raconte aux gendarmes que son calvaire a commencé en 2003. À cette époque, Daniel et Sylvie sont mariés depuis 2 ans. Ils vivent ici dans un petit village d'Alsace, Rangepac-le-Haut. Daniel est lui aussi handicapé et avec Sylvie, ils vivent de leur pension et de leur travail en tant que livreur de journaux, jusqu'à la visite d'un jeune inconnu. Une visite assez particulière, si on peut dire, d'un homme qui se présente à leur domicile, disant qu'il cherchait son chien, qu'il ne trouvait pas, et qui demande au couple de le ramener chez lui à Mulhouse. Le couple accepte de rendre service à ce jeune inconnu et de le ramener à son domicile. Sylvie et Daniel ne le connaissent pas, pourtant ils sont de la même famille. Cet homme, c'est Edmond Velker, le fils de Gérard. Edmond se retrouve dans la voiture avec Daniel et Sylvie alors qu'ils veulent le ramener tranquillement chez lui à Mulhouse. Edmond sort une arme et leur demande de l'amener à Colmar. C'est le début du calvaire de Daniel et Sylvie. À Colmar, Gérard Herrette, le cousin de Daniel, accueille le couple. Avec son frère Jean-Claude, il a tout prévu. Il décide d'emmener Sylvie et Daniel avec eux à 200 km de là, sur un terrain à Tillot-sous-les-Côtes, près de Verdun. Un terrain à l'écart des habitations, en rase campagne, qui devient leur prison. Daniel et Sylvie se sont retrouvés pour la première fois séquestrés sur ce terrain à Tillot-sous-les-Côtes, où ils étaient enfermés dans une caravane. Daniel explique qu'il est rançonné par le clan qui vide son compte en banque. Daniel part une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours avec quelqu'un de la famille pour aller retirer de l'argent, son argent. Puisque Daniel avait un travail, touchait encore de l'argent et est invalide. Donc il y avait une pension d'invalidité, il y avait tout ça. On sait qu'il retire cet argent. Il retire cet argent et que cet argent est donné au clan. Daniel et Sylvie rapportent environ 2 500 € par mois au clan Herrette. En retour, ils sont réduits à vivre presque comme des animaux. Daniel et Sylvie, non seulement ils n'ont pas d'eau, mais on ne met pas de chauffage dans leur caravane. Et on leur met pas de chauffage, mais on les enferme le soir dans la caravane. Donc ils ne peuvent pas partir de leur caravane le soir. Et puis on leur fait quelques blagues, on allume des petits feux autour de la caravane, on fait bouger la caravane. Donc on les met dans une situation très particulière de peur. Chaque jour, Daniel et Sylvie deviennent un peu plus les esclaves de Gérard et de son clan. Au départ, c'est exclusivement des tâches ménagères qu'on leur demande de faire, en plus de l'extorsion de leur argent. Mais finalement, on arrive à des violences, des humiliations quotidiennes de la part de Gérard à l'égard de ses victimes. L'attitude de Gérard à l'égard de Sylvie, c'était que tous les matins, il lui mettait une claque en prétextant que c'était la claque du matin. Plusieurs semaines, puis plusieurs mois s'écoulent dans ce climat d'asservissement. Gérard Herrette voyage, change de domicile. À Mulhouse d'abord, puis dans la région du Haut-Rhin, toujours hébergés par des membres du clan, Daniel et Sylvie sont obligés de les suivre partout. Les violences et les humiliations augmentent. Aux gendarmes, Daniel fait même état de scènes de torture. Le fait de leur faire boire leur urine, le fait de les brutaliser pour des motifs tout à fait futiles, comme quoi la vaisselle a été mal faite, comme quoi le ménage a été mal fait. Daniel se retrouve avec des côtes cassées, le nez cassé à plusieurs reprises. On ne va pas l'hospitaliser. On sait que Sylvie a été brûlée par un fer à repasser parce qu'elle avait fait une connerie, c'est ce que dit Gérard.
Quand on fait une connerie avec Gérard, on prend des coups, quoi. Certains riverains sont intrigués par Daniel. Son visage est marqué par les coups. Alors pour ne pas éveiller davantage de soupçons, Gérard décide de séparer le couple. Daniel va rester à Mulhouse, Sylvie va partir à Wittenheim, dans un petit village à quelques kilomètres de là. Elle sera séquestrée chez Edmond Welker, qui est de retour dans le clan après son évasion de prison. Daniel peut voir de temps en temps Sylvie, mais seulement quand il va mendier, puisque maintenant, on est passé à l'étape supérieure. C'est fini le temps où on ne faisait que retirer l'argent à la banque. On rapporte plus trop, les allocations baissent, les acédiques baissent, donc on a moins d'argent. Alors pour compenser la baisse des allocations que perçoit Daniel, qu'est-ce qu'on en fait? On l'envoie mendier. Pendant plusieurs mois, Daniel va faire la manche toute la journée. Il est constamment surveillé par Gérard Herrette qui lui reste dans sa voiture. La pression est permanente sur Daniel car il doit faire du chiffre. Et un jour, alors que Daniel n'avait pas récupéré suffisamment d'argent, on le menace de le tuer, on s'arrête au bord de la route en prétextant qu'on va lui trancher la gorge. Et là, Daniel, il a une prise de conscience. Ça fait 3 ans et demi qu'il est séquestré, même si je pense qu'il ne se rendait pas compte finalement que c'était une séquestration, mais ça fait 3 ans et demi qu'il est séquestré, et il a entendu le mot « tuer », qu'on allait le tuer, pas tuer Sylvie, parce qu'il l'a entendu plusieurs fois ça, si tu pars, on tuera ta femme, si tu pars, on tuera ta femme. Non, là, on va le tuer. Presque 4 ans après le début de son calvaire, alors qu'il fait la manche comme à son habitude devant un supermarché, il s'enfuit. Daniel échappe à ses tortionnaires et marche le plus loin possible. Il pense qu'il est désormais tiré d'affaire, il va pouvoir tout raconter, tout dévoiler. Daniel se rend alors chez la mère de Sylvie. Il ne l'a pas vue depuis 4 ans. Il lui raconte ses années d'horreur et lui demande son aide pour sauver sa fille. On n'y croit pas. La belle-mère ne croit pas le discours de Daniel. Pour ma maman, c'est tout simplement impossible. C'est sa fille. On ne touche pas à sa fille. Personne ne touche à sa fille. Alors comment voulez-vous qu'elle croie, ne serait-ce qu'une once de seconde, qu'on puisse faire du mal à sa fille? C'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Donc comme dit, c'était pas ma maman la personne qu'il fallait contacter. Mais Daniel est bien décidé à tout faire pour sauver Sylvie. Il se rend alors une première fois chez les gendarmes dans l'espoir qu'il délivre son épouse de ses tortionnaires. Il fait une déposition comme ça, difficile à croire, hein. Il n'est pas dans un état brillant, il est maigre, il a des traces encore de coups, même 2 mois après. Il fait plus sans domicile fixe qui fabule plutôt qu'une personne cohérente, quoi. À cette époque, ni sa belle-mère ni les gendarmes ne prêtent attention à ses propos. Moins d'1 mois plus tard, le corps de Sylvie est retrouvé dans le Grand Canal. Il est trop tard. Une enquête est ouverte et le témoignage de Daniel prend alors toute sa valeur. Les gendarmes en savent suffisamment pour suspecter Gérard Herrette et son clan d'être responsables de la mort de Sylvie Muchler. Ils vont alors procéder à son arrestation.
janvier 2012. Le procès des tortionnaires de Sylvie et Daniel s'ouvre devant la cour d'assises de Colmar. Sur le banc des accusés, les 10 membres du clan font face à Daniel Eckert, seul survivant. Dans le box, le chef du clan, Gérard, et son fils Edmond. Depuis qu'ils sont en détention provisoire, les auditions auprès du juge d'instruction ont été houleuses entre le père et le fils. Alors au procès, on redoute des débordements. Des moments de violence, même entre le père et le fils. Il y a eu des confrontations devant le juge d'instruction qui se sont très mal terminées, où le père s'est tapé la tête contre l'armoire, le fils s'est tapé la tête, ils ont voulu se taper dessus. On a une intervention policière, des escortes, le fils maintenu au sol. Enfin, on n'est pas foncièrement dans un climat idéal dans la famille. On se dit que ces 4 semaines d'audience, elles vont peut-être pas forcément bien se passer et ça risque d'être un petit peu délicat. Dès le début du procès, les 2 principaux accusés nient avoir séquestré le couple. Ils affirment que Sylvie et Daniel n'étaient pas retenus de force chez eux. Très rapidement, le clan fait bloc contre Gérard Herrette. Les membres du groupe assurent que le couple a bien été séquestré, mais qu'ils n'y ont pas pris part. Leur position est la même pour le meurtre de Sylvie. Ils n'y sont pour rien. Si quelqu'un a tué Sylvie, cela ne peut être que Gérard. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui avait été fait, c'était lui. Et on a senti très rapidement que Gérard, finalement, a pris tout ce qui est extorsion, séquestration, pour tout ce qui était poursuivi par les autres membres de la famille, il l'a pris pour lui. Face aux accusations, au fur et à mesure, Gérard commence à parler. Son fils Edmond aussi. Mais les 2 hommes s'accusent mutuellement. Tout le monde se jette la faute sur tout le monde. On accumule les versions différentes. Enfin, le père donne 9 versions, le fils en donne 7. Gérard et Edmond expliquent notamment qu'au cours d'une baignade, Sylvie s'est tapé la tête contre un rocher avant de se noyer. Puis ils changent de récit. Sylvie aurait en fait été battue dans un garage avant d'être jetée à l'eau. Edmond, le fils, donne encore une autre version. C'est son père, Gérard, qui aurait pointé une arme sur lui pour l'obliger à tuer Sylvie. Moi, en tant qu'avocat de la défense, je vous assure que jusqu'au dernier jour, je ne savais pas quoi dire, parce que tous les jours, ça changeait de version, quoi. Il fallait quand même qu'on trouve une certaine logique jusqu'à la fin. Un seul homme s'accuse. Cet homme, c'est Bernard Boulanger, un homme fragile, handicapé et vulnérable. Car avant de se mettre au service du chef du clan et de devenir l'un de ses hommes de main, Bernard Boulanger a lui-même été victime de Gérard Herrette, comme Daniel et Sylvie. Bernard Boulanger était capable de subir les pires sévices sans oser se plaindre. Donc le travail d'asservissement de Gérard Herrette était extrêmement bien avancé. Je pense qu'il avait réussi son coup. Et je pense qu'il a complètement brisé Bernard Boulanger. Mais au procès, Bernard Boulanger nie avoir été violenté et séquestré par Gérard Herrette. Il va même jusqu'à s'accuser d'avoir jeté Sylvie à l'eau. Une hypothèse peu crédible au regard de la faiblesse de ses capacités physiques. Ce qu'on sait concernant le rôle de Bernard Boulanger là-dedans, c'est que son seul souci, c'est d'avoir été présent. Physiquement, lui-même ne pouvait rien faire. Il souffre d'une paralysie du côté gauche. Il était en claquette dans la forêt, il avait des difficultés à se déplacer. Avant même ce massacre de Sylvie Mutschler, celle-ci tenait mieux sur ses jambes que Bernard Boulanger à ce moment. Grâce à son témoignage, la Cour va surtout comprendre que Bernard, Sylvie et Daniel n'ont pas été les premières victimes de Gérard Herrette et de son clan. Gérard Herrette fonctionne de cette manière depuis déjà 20 ans. C'est pas la première fois qu'il exploite des personnes vulnérables. On est dans Les Misérables de Victor Hugo, on est dans du Zola, on a les Thénardier d'un côté et les personnes vulnérables de l'autre, quoi. La Cour va découvrir alors que Sylvie n'est peut-être pas la première à y avoir laissé la vie. À partir des années 80, on sait que Gérard Herrette a commencé cette exploitation de la vulnérabilité de personnes particulièrement faibles et les faisait mendier.
C'est le cas notamment, vraisemblablement, d'Yvan Schott. Sa mort remonte à 86. Yvan Schott, qui est un jeune handicapé, est retrouvé dans la baignoire de Gérard Hérette, dans un bain d'eau de Javel, et des morceaux de ses pieds retrouvés dans son estomac. Donc une enquête commence, il se trouve qu'on conclut effectivement au suicide. C'est cette thèse qui est retenue dans la mesure où Gérard Hérette ne semble pas pouvoir être mis en cause dans cette mort. Car Yvan Schott est schizophrène. À l'époque, le médecin légiste explique qu'il est tout à fait possible que cet homme ait mangé ses pieds avant de se donner la mort. Gérard Hérette est alors mis hors de cause. L'affaire est désormais prescrite. Mais cette histoire est un élément de plus contre lui. Désigné par son clan, chargé de toutes parts, au bout de 3 semaines de procès, Gérard Hérette passe finalement aux aveux. Il dit tout. C'est lui qui a séquestré Daniel et Sylvie. C'est aussi lui qui a tué Sylvie. Il a fait tout ça tout seul. Gérard Hérette dédouane l'ensemble du clan. Le jour où ils sont partis en voiture, Gérard explique avoir battu Sylvie à mort avec un bâton dans la forêt avant de la jeter dans le Grand Canal. Non, mais Gérard Hérette assume pleinement ses responsabilités. Il dit qu'effectivement, c'était sous son autorité que tout ça s'est déroulé, à tel point qu'il sera même incarcéré pendant 2 ou 3 mois pour d'autres faits, et de la maison d'arrêt, il enverra les instructions qui seront suivies à la lettre. C'est quoi ces instructions ? De maintenir ces personnes au domicile, ne pas les laisser s'échapper, et de faire en sorte que l'argent puisse rentrer dans la famille. Gérard Hérette reconnaît avoir tué Sylvie, mais il se défend d'avoir prémédité son acte. Pour lui, c'est un accident. Ce jour-là, Sylvie a reçu un coup de trop, mais qui était dans leur logique de recevoir des coups. C'est exactement ce qu'a vécu Gérard dans son enfance. Il n'a fait que reproduire ce qu'il a vécu. Il a rien inventé, il a ressorti tout ça. C'est la misère qui se bat contre la misère. Un coup de trop, un coup de folie. Pourtant, des membres du clan expliquent que la veille du meurtre, Sylvie serait revenue d'une sortie en voiture avec Gérard, Edmond et Bernard, les cheveux et les vêtements mouillés. Les 3 hommes affirment qu'ils étaient partis avec elle se baigner au Grand Canal. Mais le doute plane sur une première tentative pour tuer Sylvie. Selon l'avocate générale, il n'y a pas de circonstances atténuantes. Elle requiert donc la prison à perpétuité pour Gérard Hérette, et après 4 semaines d'audience, à 23h, le verdict tombe. Au final, le clan dans son ensemble est condamné, et je pense que beaucoup de membres du clan ne s'imaginaient pas devoir faire leur sac à la sortie de la cour d'assises, et leur sac pour rejoindre une cellule dans une maison d'arrêt. Ça, c'est un fait. Gérard Hérette est reconnu comme étant le principal responsable des atrocités commises par le clan. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Son fils, Edmond Velker, reconnu comme son bras armé, est condamné à 20 ans de prison. Bernard Boulanger, finalement reconnu coupable d'assassinat, va devoir passer 15 ans sous les verrous. Les autres membres de la famille sont condamnés à des peines allant de 3 à 12 ans de réclusion criminelle. Sur les 10 membres du clan, seuls 2 ont fait appel, Sandrine Hérette, la fille de Gérard Hérette, et Edmond Velker.